Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler encore des spoils. On va découvrir cette troisième vague, troisième vague, c'est la troisième vidéo de spoil que je vous fais. Toujours dans l'esprit spoiler rating sur la première slide pour vous montrer, pour ceux qui ne veulent pas voir toute l'analyse, on va dire voilà, mon classement provisoire pour le moment, parce qu'on n'a pas encore vu toutes les cartes, donc mon rating là il bouge pas mal, mais en tout cas si vous voulez avoir une idée fast de pour moi quelles sont les cartes les plus fortes dans l'extension pour l'instant, eh bien ça sera sur cette slide que l'on va découvrir tout de suite. C'est celle-ci. Elle a un petit peu bougé. Voilà, j'ai retiré quelques cartes et j'en ai ajouté d'autres. Il y a eu un paquet de spoilers il y a quelques jours là où j'ai fait mon reveal le jeudi, où là c'était il y a 2 jours du coup. C'était assez une grosse masse de nouvelles cartes qui sont arrivées. Je crois qu'il y avait à peu près 20 influenceurs ou un truc comme ça qui avaient dévoilé une carte ce jeudi. Donc ça c'est sans compter non plus aussi les différents médias, etc. Il y avait quand même un paquet de cartes. Et il y a certaines personnes qui avaient plusieurs cartes. Donc voilà. Ça en fait un paquet. C'est assez compliqué pour le moment de dire que voilà, celle-ci elle est meilleure que l'autre, etc. Mais moi, enfin, globalement, dans les cartes qu'on a vues jusqu'à maintenant, je dirais que le tiers A, c'est à peu près ça, le tiers B, ça, et le tiers C, c'est ce truc-là. Et mon top 3, ça, c'est vraiment des cartes qui me plaisent. Voilà, tout ce que je vous mets là, c'est celles qui me tapent à l'œil, quoi. Enfin, voilà, c'est pour moi les cartes les plus intéressantes. Maintenant, est-ce que ce sera joué ou non? Ça, on l'ignore totalement. Et j'aimerais bien faire des tests de deck build et puis de tester, hein, de voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est encore un petit peu trop tôt pour ça. Et enfin, il faut trouver des joueurs, etc. Donc c'est compliqué. Enfin, bref. En tout cas, mon top 1, il a changé, hein. Alors, Tamatoa et Scrooge, je sais plus si ils étaient sur la vidéo précédente, mais ils ont du coup, ils sont descendus en tier A pour moi. C'est pas non plus mon top 3 génialissime. Après, il est encore susceptible de changer, hein, bien entendu, comme je le disais juste avant. Mais en top 1, du coup, j'ai mis Gantu, parce que on va le voir après, c'est quand même, voilà, c'est pas la meilleure carte, peut-être pas encore, mais elle a elle change un peu les règles de la game, quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup jouer stacks à Magic. Pour ceux qui savent ce que c'est pour ceux qui savent pas, en tout cas c'est un jeu qui empêche l'adversaire de jouer convenablement, quoi, grosso modo. Et ça j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de voilà, les cartes comme ça où ça met il faut faire des compromis ou si tu me fais ça, t'auras ça qui t'arrive juste après. J'aime beaucoup ce genre de philosophie de cartes et je joue très souvent comme ça. Ou alors je joue en hyper aggro. Enfin, j'adore ça moi. Je dirais que ce sont mes deux spécialités, on va dire. Bref. On a Bagheera ensuite qu'on va voir juste après également qui pour moi ouah, c'est très fort ça aussi. Et Link Geyser toujours pareil parce que c'est une carte qui a vraiment du potentiel et on verra si c'est joué ou non, mais ça peut vous renverser une partie quoi. Ça potentiellement ça peut. Donc voilà, on sait jamais. On va passer du coup tout de suite aux cartes à analyser. Alors, Mirabelle, Insaisissable, Méloman 5, on n'a pas besoin on n'a pas tellement besoin de cette carte-là, on va se dire, mais en fait, cette bicolorité-là, par contre, elle n'a pas ce genre de choses. Enfin, en tout cas, si elle a des Ariel et compagnie, mais l'archétype ambre améthyste, il n'est pas connu pour jouer ce genre de carte. C'est le ambre améthyste, de toute façon, le seul deck qu'on a, c'est l'hyper aggro et c'est tout. Alors qu'en fait, il y a quand même. Bon, le premier challenge aux États-Unis, lui, le top 1, le gars, il avait joué quand même un ambre améthyste avec des Mufasa, avec la bonne fée et compagnie. C'est un deck qu'on n'a jamais vu une seule fois. Cette carte-là serait potentiellement une carte qui pourrait alimenter cette
différents decks pour cet archétype. Donc je suis quand même content de l'avoir. En plus, c'est l'un des personnages Disney que j'aime énormément. Euh, D'ailleurs, ça m'étonnerait pas, j'y pense à l'instant, mais ça m'étonnerait pas de l'avoir en enchanté celle-là. Parce que déjà, l'illustration, elle est classe, hein. Elle est vraiment, vraiment classe. Donc, on va voir. C'est une belle illustration de Connie, on lui fait coucou. C'est une super illustratrice, elle fait un travail de dingue. Et là, elle a fait un truc de malade. J'espère avoir un jour une dédicace de cette carte avec elle. Ensuite, on a Adele. Adele qui est pas terrible. Voilà, on va vite se zapper. King Candy qui est pour moi aussi une très mauvaise carte. En fait, sur le papier, ça aurait été bien si lui aussi, au minimum, s'il était banni, eh bien, mon adversaire devait se bannir une carte. Ça aurait fait un peu un prince Charles, j'allais dire. Un prince Eric, ça aurait fait à peu près pareil. Parce que le prince Eric, c'est ça, c'est une 4 pour. Enfin, une 2-2 pour 4, pardon, en non crabe qui l'aura 2 et qui, dès qu'il se fait bannir, eh ben, tu bannis ce que tu veux en face. La différence avec le prince Eric, c'est ce que tu veux. Là, lui, c'est each opponent choose and banish one of their characters. Donc, c'est voilà, c'est vraiment bof sur ce côté-là. Et en plus, c'est nul parce que c'est les autres racers. Déjà que le tribal, le deck tribal racer, il existe déjà absolument pas. Et il n'existera pas du tout, je pense, sur la méta du 7-7. Euh, voilà, c'est vraiment mauvais. Le prince, Florian, je crois qu'il s'appelle lui. Le prince, bah lui, voilà, c'est le genre de gars. 0,5, donc vous embêtez pas ma copine, hein, d'accord? Mais le mec, il fera jamais rien, tu vois. Il provoque, mais il fera jamais rien. C'est un peu représentatif avec sa force et sa volonté. Enfin bref, c'est pas si fou que ça, quoi. En fait, force à 0, c'est mauvais, quoi. C'est très très mauvais. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, quoi. Enfin là, il a un couteau en plus. Il y a une petite dague. Il aurait pu avoir au moins un en force, le pauvre. Isabella, jamais joué, hein, en améthyste qui est là, hein, qui est stock, hein, et vraiment, elle l'aura 4, le machin. Non, elle l'aura 5, je crois, celle d'améthyste. Et c'est pas joué. Et ce truc-là, ça se jouera absolument pas, en tout cas pour le moment. Euh, Après, ça dépend, parce que encore une fois, du ambre améthyste qui sortirait comme ça, un deck qui sortirait, qui serait bah, pas du style song justement, mais du Amest Song, Améthyste Song, ouais, ce truc-là, c'est un deck comme ça pourrait peut-être éventuellement faire des petites surprises, quoi. Parce qu'en chanson, en violet et en ambre, en jaune, on a quand même certains trucs intéressants. Donc maintenant, on a quand même des bons chanteurs du côté ambre, on a des bonnes cartes aussi au niveau améthyste, mais quoi jouer en améthyste? Telle est la question. Est-ce que ce serait pas un moyen de faire un deck ambre améthyste aggro song? Un truc avec pas mal de cartes qui aggro, dont celle-là et l'autre Isabella, avec des chansons qui permettraient de faire des choses derrière, mais après, enfin, d'aller chercher des bêtes, parce qu'en fait, on n'aurait pas d'anti-bêtes dans cet archétype-là, parce que les anti-bêtes, ils sont du côté rouge et gris. Donc là, en ambre et en améthyste, on n'a aucun anti-bête, quoi, presque. Euh, mais il y a moyen de faire des trucs. Il y a moyen de faire soit un deck chanson aggro, ou un deck chanson dommage. Peut-être essayer de voir comme ça, enfin je sais pas. Je pense pas que cette carte-là soit ultra intéressante, mais ça pourrait être une solution pour deck build avec des autres trucs, quoi. Enfin bref. Coda, Killer à 3, ça c'est dommage parce que ça vaut 3, quoi. C'est c'est cher, quoi. C'est un peu cher. Après, c'est ancrable et ouais, je sais pas. Ça aurait pas pu être à 2 parce que sinon on aurait devancé les Pinocchio et puis la fille à Flaversham, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Olivia et tout ça. On les aurait devancés, quoi,
c'est pas des cartes qu'on va retenir, ça, je pense. La vie nous a réunis, alors ça par contre, ça j'aime beaucoup, parce que ça c'est une chanson pour deux, donc déjà c'est chantable par à peu près tout ce que vous voulez. Piocher une carte, donc on est déjà dans voilà, les cartes qu'on connaît, qu'on a l'habitude de jouer jusqu'à maintenant. Et choisissez un personnage qui gagne rempart jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça peut être vachement pratique parce que vos chanteurs, quand ils s'exposent comme ça en s'épuisant, en chantant, et que bah, du coup après vous allez forcément les perdre parce qu'on va vous les trade derrière, bah là tu mets rempart sur un truc à côté que tu t'en fiches, qui partent quoi, ça peut être cool quoi. Euh, à voir, mais moi je mets ça dans mes tops en tout cas, ça c'est évident. Cusco, non ancrable très cher, 1-4, voilà. Une seule fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins renvoyé dans la main de son propriétaire. Ce joueur pioche ensuite une carte. Ouais, c'est pas fou, hein, parce que ça coûte 2 ou moins. Enfin, on renvoie un truc qui coûte 2 ou moins, donc déjà c'est très situationnel. Et piocher, ok, un Blurple là comme ça avec des pop cycles, vous allez refaire revenir dans votre main pour piocher en masse, pourquoi pas, mais T5, tu joues un truc comme ça, bon, voilà, tu vas pas tellement effrayer ton adversaire, quoi. Tu vas te faire peut-être du card advantage, etc. Peut-être, mais ça va pas être très menaçant, quoi. Après, lui, le mec, il va te jouer TK 10-10 et tu vas rien comprendre, tu vois. Ah, c'est pas fou. Kronk, qui était une solution contre Bucky, encore une fois. Maintenant, voilà, c'était compliqué contre Bucky discard, mais encore une solution, quoi. Vous voyez, hors d'atteinte, 4-4, donc il aurait pas pu être ciblé par ce fameux deck qui était pas très cool dans la méta du 7-4. Mais il fallait réussir quand même à le jouer, cela, hein, parce que ça arrive tour 5, tu te défausses, enfin, 5, je me rappelle plus trop, mais je crois que tu avais plus trop de cartes dans la main, quoi. Et voilà, donc, c'est compliqué, mais je pense que ça aurait été quand même une solution. Euh, là, un début de solution, quoi. Parce que si un effet devait vous faire défausser une ou plusieurs cartes, ne les défaussez pas. Et c'est plutôt cool comme carte. Puis c'est assez stock. Donc ça aurait été une bonne carte. Ça, Mergotel, ça j'adore. Alors déjà, l'artwork, l'illustration déjà est magnifique. Parce que on n'a jamais eu encore ce style-là au niveau des illustrations des cartes Lorcana. C'est un côté un peu dark, hein. Dans cette extension, on a beaucoup de cartes comme ça. Je pense que c'est le style graphique de l'extension. C'est vraiment un peu sombre comme ça, un peu ces épreuves et tout. Voilà, c'est dur quoi. J'aime beaucoup et j'ai très très hâte de voir les enchantés du coup si elles ressemblent à des trucs comme ça, c'est mon dieu, ça va être un truc de malade. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se prépare au niveau de ce set là parce qu'il y a, enfin, j'entends des trucs, mais enfin bref, c'est intéressant. Pour 3 ancrables, c'est une 1-4. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ses jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. On est dans la psychologie du deck, voilà, gestion de dommages. J'aime beaucoup ce deck. Enfin, j'aimerais beaucoup le voir surtout. Et c'est un des decks que j'aimerais bien deck build tout de suite, quoi, à la sortie du 7-7, quoi. Parce que c'est. On a de plus en plus de cartes comme ça qui jouent avec les dommages. Et là, pour le coup, c'est une carte intéressante. Je l'ai mis dans mes tops parce que chaque fois que l'un de vos personnages défie, vous allez pouvoir déplacer des dommages, quoi. Question règle importante pour ceux qui se posent la question comment ça marche, parce que qu'est-ce qui s'active en premier, etc. Eh bien, sachez que lorsque vous faites vous déclarez un défi, eh bien, la capacité s'active, se met dans le sac, et donc du coup, la capacité doit être résolue avant de faire le combat, en fait, enfin, le défi, de distribuer les blessures. Faire attention avec ça, c'est avant qu'on déplace un jeton de dommage sur un personnage de son choix et ensuite on défie. On établit les dommages pour les deux personnages. Donc faire attention, c'est pas l'inverse. C'est pas vous taper, du coup il a des blessures, votre perso, et ensuite ah bah j'active la capacité du coup et je déplace un de ces jetons de dommage sur quelqu'un d'autre. Ça marche pas comme ça, c'est l'inverse. C'est avant la capacité et ensuite le défi. Donc, à surveiller cette carte, moi j'aime beaucoup, ça m'a l'air sympathique. Ce futur deck
dommage avec notamment la maléfique légendaire du set 3, il me semble. 3 ou 4 non, 3, je sais plus, bref, à surveiller. Le Diablo qui nous a été révélé par Roth et qui s'est attiré les foudres des Américains parce qu'il l'a dévoilé 1 ou 2 heures après la date fixée. Oula, c'était rigolo ça. Le pauvre. Après le Rackham Gate, c'est le Roth Gate. Pour 2, c'est une 1-2 insaisissable offensive +2. C'est pas mauvais, hein, c'est une 3-2 du coup. Hein. Maintenant, est-ce qu'on a envie de shift le Diablo sur lui? Je pense pas parce que c'est un. Enfin, j'ai l'impression qu'on a plus envie de shifter sur un personnage qui sert entre guillemets à rien, plus à rien en tout cas, que sur un perso qui a des capacités et qui peuvent servir quoi, pour une situation donnée. Quoi. Donc le Diablo vert qui arrive sur le board, il fait son effet, puis ensuite il sert plus à rien, ça on a plus envie de le shifter dessus que sur ça. Là c'est quand même une 3-2, peut gérer quand même certains trucs. Quoi. C'est pas une mauvaise carte de Diablo. Maintenant, l'archétype, est-ce qu'il est enclin à accueillir cette carte dans son deck? Je ne sais pas. Donc, faudra voir. Quoi. Faudra voir si ça peut pousser les améthystes émeraude à jouer le Diablo, justement. Parce que le améthyste émeraude actuel, c'est plutôt un deck aggro et point. Donc, à voir. En tout cas, bonne carte. Elsa, une illustration de malade, hein. Là, c'est un truc de malade. Alors, les personnages qui sont là, enfin, les machines, là, qui sont juste là, je me demandais qu'est-ce que c'était. Mais pour moi, je pense que c'est tout simplement les épreuves d'Arcasia, quoi. Euh, Ils arrivent sur l'île d'Arcasia et en fait, ils doivent accomplir plein d'épreuves, quoi, pour être dignes d'aller dans cette il y a une machine qui justement permet de faire des bicolorités, trucs comme ça. Je suis pas encore à jour au niveau du lore, je suis en train de voir ça actuellement, mais en tout cas, il y a des épreuves à réussir pour faire ces bicolores, et ces épreuves, c'est celle-ci, quoi, par exemple. Et je pense que les machines dorées, eh bien, ce sont les machines créées par Arcasia pour mettre des bâtons dans les roues aux Glimmers et Illuminaires, bien entendu. Donc on revient sur Elsa, très cher, mais Alter 4. Alter 4, très intéressant, une 5-5, il aura 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage à épuiser. Si vous le faites et que vous avez un personnage Ana, il ne peut pas se redresser au début de son prochain tour. C'est plutôt une bonne carte. Maintenant, jouer des Ana, alors là pour l'instant ça se fait absolument pas. Quoi. On n'a pas du tout de deck Ana Elsa actuel. C'est très intéressant. Mine de rien, c'est quand même un perso qui peut épuiser un perso adverse. C'est absolument pas déconnant, hein, parce qu'on a, imaginons notre première Elsa, on le shift avec celle-là. Ça fait l'effet d'une Elsa qui vaut 5, là, insaisissable, pour un de moins. Moi je dis, c'est pas nul, quoi. Surtout que c'est une 5-5, il y a quand même moyen d'aller chercher quand même pas mal de choses. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir aller chercher des personnages qui ont insaisissable, quoi. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, à voir ce que ça donne, mais c'est quand même une bonne super rare, je trouve. Ensuite, on a Kinaï. Kinaï, je sais pas qui. C'est le frère, je crois, lui. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le frère des autres. Faudra que je le remate. Je crois que Koda, c'est le petit. Kinaï, du coup, c'est le grand frère. Dites-moi en commentaire si j'ai raison. Euh, 3, ancrable, 1-4, offensif +2. Durant votre tour, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main et gagnez un éclat de l'or. C'est bof, quoi, parce que c'est dommage qu'il a pas charge, quoi. Il aurait charge, ça aurait été cool, quoi. Mais je sais pas. Ça aurait été, en fait, offensif +2, à la rigueur, on s'en fiche. Mais imaginons votre adversaire, il a une chèvre en face. Une chèvre, pardon. Oui, une chèvre, ça peut marcher. Mais je voulais dire une Madame Mime Renard. Si il a ce truc-là en board et que ce personnage-là avait charge au lieu d'offensif, on aurait joué le truc, on aurait tapé sur le perso adverse, on l'aurait repris en main, on gagne un point de l'or, on le rejoue, on redéfie le personnage et on reprend en main, on gagne un de l'or. Ça aurait pu
faire avancer le lore, mais de fou, quoi, ce truc-là. Ça aurait été une carte de malade. Maintenant, il y a moyen de donner charge à vos personnages par d'autres cartes, mais voilà, il faut d'autres cartes, quoi. Il faut les ressources pour, etc. C'est vraiment dommage, quoi. Mais je pense pas que c'est une carte à enterrer parce que c'est quand même un effet qui potentiellement peut vous aider à gagner une partie, quoi. Donc à surveiller. Kashekim Vanilla, c'est ma famille. Bah ça c'est une bonne chanson, je trouve. Moi je l'ai mis dans mon tier C, je crois, parce que c'est quand même, ça vous fait gagner un éclat de l'or et ça vous fait piocher une carte. Des chansons comme ça, très bien. Déjà les chansons qui vous fait piocher, nickel, qui vous donne une deuxième capa, et encore plus nickel, quoi. C'est vraiment le top, quoi. Donc, je pense que ça sera peut-être joué, ce truc-là. Il y a moyen, en tout cas, ça apporte des solutions, quoi. C'est un piocheur, donc c'est très important, les piocheurs. Donc c'est plutôt cool, je voulais dire. Euh, le coil, alors ça, c'est les nouveaux artefacts de l'univers de l'Orcana. On a déjà eu sur les sets précédents, du coup, les Chromicons. Ça, c'était des artefacts qui faisaient partie du lore du monde de l'Orcana directement, pas de Disney, mais enfin, si, de Disney maintenant, oui, mais en tout cas qui faisaient pas partie des classiques d'animation Disney. On a un autre type d'artefacts qui sont des coils. Alors en français, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vérifié. Je sais pas ce que ça veut dire coil en anglais, en français. Mais on a un pour toutes les couleurs. On le sait parce que moi je vous tourne la vidéo samedi là, aujourd'hui. Et donc du coup, on a vu les autres. On verra dans une prochaine vidéo, demain. Mais celle-ci, c'est pas la meilleure, mais c'est quand même assez intéressant, quoi. Ça fonctionne de la même manière pour tous, c'est durant votre tour, à chaque fois que vous ancrez, ça fait quelque chose. Et pour le coup, celle-ci, elle dit You may move one damage counter from chosen character to choosing opposing character, pardon. Donc on est dans le truc encore gestion des dommages, et c'est pour ça que je vous dis, il y a encore de plus en plus de cartes là comme ça qui jouent avec les dommages. Et j'ai bien envie de tester pour voir ce que ça fait. Parce que moi j'avais testé un deck sur la méta du 7-5, je crois, avec la forêt de Sherwood et des Robins des Bois qui pouvaient infliger des dommages un petit peu de partout comme ça. Et ça marchait pas, mais au niveau compétitif forcément, mais l'idée était intéressante, quoi. L'idée était quand même à exploiter. Ce deck-là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il faut quand même essayer d'exploiter ce deck-là pour voir si ça peut marcher, si ça peut être costaud, quoi. Et de voir après si ça répond aux difficultés qu'il y a dans la méta. Mais voilà, je pense que c'est pas un deck à jeter et une carte intéressante quand même à ajouter dans ce deck de mage. On a Grange, Planète au Trésor. L'illustration là sur le côté, on dirait on dirait enfin, comment dire ça, un dessin fait avec des crayons de couleur. Ça fait très bizarre parce que le style est absolument différent par rapport à là ici, là, le personnage. Et le canon a un petit côté fait aussi crayon de bois, crayon de couleur, la même tronche que, en tout cas, l'île qui est juste derrière. Bref, cette carte-là n'est pas si intéressante. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action que vous jouez coûte un de moins. Tu vas le faire une fois ce truc-là et c'est fini, quoi. Donc c'est pas fou. Pat, chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Pour un, ouais, ça rappelle la Clarabelle, mais c'est vraiment pas fou, quoi. Ce truc-là, à part s'il y a un deck qui marche super bien avec plein d'objets, là je dis pas. Peut-être que effectivement cette carte-là serait le rempart contre ce deck. Mais je sais pas si on est encore sur le deck full objet, quoi. Je pense pas que je pense pas que c'est pour maintenant. Bientôt peut-être, mais Oswald et compagnie, ça sera pour plus tard. La Reine de Cœur, magnifique illustration d'Alice Pisoni. De toute façon, je vous le dis depuis le début hein, sur cette chaîne, il y a deux illustrateurs de malades, Nicolas Cole et Alice Pisoni. Voilà. C'est pour moi les meilleurs illustrateurs de l'Orcana. Il y en a plein hein, après qui sont ultra doués, comme John Loren et compagnie, mais ces deux-là, c'est mes préférés. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Cole pendant les européennes, et Alice Pisoni était venu très souvent
aux événements de la lore canadée. D'ailleurs, il y a un lore canadais qui s'est arrêté, mais il y a j'en profite pour un petit coup de pub. Il y a un Trade Day, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, leur événement à Jérôme et Sandy. Ça sera uniquement pour de l'échange et à la rigueur, si vous êtes dans la zone de Marne-la-Vallée ou même un peu plus loin et que vous voulez venir échanger des cartes, bah, ce sera peut-être voilà, ce sera peut-être une bonne occasion, donc foncez. Je pense que si vous allez sur le compte Insta de Jérôme, vous allez avoir pas mal d'infos sur ce truc-là, donc, ou le compte Insta en tout cas de la Lore Canadais, c'est pareil. Donc foncez si ça vous intéresse. En tout cas, celle-là, cette carte-là, chaque fois qu'un autre personnage est joué, placez un dommage sur lui. Et ça, c'est pas mal. Alors bien sûr, on va dire ciblable par n'importe quoi, machin, Medusa et compagnie, mais uniquement que par Medusa en fait en réalité. Et Brawl, j'oublie celui-là. Donc deux cartes qui peuvent contrer celle-ci. Mais je veux dire, ça sera pas le cas à tous les coups. Je pense pas que à tous les coups, votre adversaire a toujours l'anti-bet qu'il faut au moment où vous jouerez cette carte, quoi. Donc, sur peut-être un coup de chance, ça peut marcher. Après, ça met que un seul dommage sur le personnage. Et c'est pour vous aussi. Hein. Si vous jouez un personnage qui est 1-1 avec ça sur le board, c'est une très mauvaise idée. Hein, parce que ça va lui aussi lui infliger une blessure directe. Donc, ne pas à faire. Mais je pense que contre les decks aggro, c'est très méchant. C'est vraiment horrible cette carte. Mais après, il faut voir. On verra si une petite reine de cœur serait jouée et pourquoi pas jouer celle-ci après. Mais je pense que l'autre reine de cœur qui fait piocher, elle, quand on défie, elle, je pense qu'elle est plus intéressante. Donald qui nous a été révélé par Thibaut, je crois, Thibaut de nos jeux de société. Chaque fois que ce personnage est défié, vous pouvez renvoyer une carte action qui n'est pas une chanson de votre défausse dans votre main. Chaque fois que ce personnage est défié, on va jamais le défier lui. Ah, après, je sais pas. Ah, c'est pas si nul que ça, hein, parce que mettre un anti-bet dessus, c'est quand même du gâchis. Ah, on a plutôt envie de mettre un anti-bet sur un autre truc, un truc plus chiant ou un truc comme ça, quoi. Ça, c'est des cartes vicieuses un peu, j'ai envie de dire. J'adore ce genre de cartes. C'est vraiment. C'est pas nécessaire de claquer un anti-bet dessus et on va le faire parce que ça va être embêtant et bon, voilà. Donc, du coup, ça met du brouhaha dans la tête de votre adversaire. Et soit je fais ça et je gaspille un anti-bet, soit je vais défier et ok, il va prendre son action. Mais le problème, c'est qu'il va prendre son action, peut-être un anti-bet ou un truc comme ça qui était là. Donc ça met du brouhaha dans la tête de votre adversaire, c'est chiant, tu vois. Donc plutôt intéressant maintenant. Est-ce que ça sera joué? Je ne sais pas. Mais ça l'aura 2 pour 2 là, une 1-1. Je pense que ça peut le faire le taf. Ça peut être intéressant. Isma. Isma, jeune et belle à la fois. When you play this character, you may draw a card, then choose and discard a card. C'est propre. Moi j'aime bien ce genre de carte. Ça permet de faire du quad quality. C'est plutôt cool. C'est pas très cher. Est-ce que ça sera joué? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Pit, Pit Doctor, pour 6, une 5-5 qui aura 2, shift 4. Et là, c'était un shift justement pour le fameux pat qui empêche votre adversaire de jouer des chansons, enfin des cartes actions, pardon. Et le temps que ce personnage est épuisé, donc forcément il sera épuisé vu qu'après vous partez à l'aventure avec ou vous défiez. Opposing character can't exert to sing song and your pirate character gain resist plus 1. Donc, votre adversaire, on est encore dans la psychologie, on bloque l'adversaire, et ça, c'est pour moi, je vous ai dit sur le début de la vidéo, j'adore ce genre de cartes qui sont prison, qui sont stacks, j'adore ça. Empêcher l'adversaire de faire de faire une chose ou de l'embêter à faire des compromis dans son jeu ou des trucs comme ça. C'est vraiment mon style de jeu avec les decks aggro, comme je disais au début. Et ça, c'est vraiment bien. Le body est costaud.
pour aller chercher ce truc-là avec un Zeus, c'est pas possible, parce que vous avez résiste plus 1, parce que c'est un pirate, et tous les pirates que vous avez ont résiste plus 1, donc même si vous jouez pas tribal pirate, eh bien c'est une très bonne carte. Voilà, ça c'est des bonnes cartes tribal, parce que elles sont pas obligatoirement jouables uniquement, surtout dans un deck tribal. Ça c'est très très bien. Donc je l'ai mis dans mon top, c'est vraiment une très très bonne carte et impatient de la tester. Lady Tremaine, une mauvaise légendaire. Vous l'épuisez, return chosen damage character to their player hand. Donc déjà c'est situationnel, il faut vraiment avoir le truc quoi. Et si ça vous arrange pas, si vous renvoyez en main un truc de votre adversaire qui est bien pour lui, bon voilà quoi. Then each opponent discard a card at random. Donc at random c'est bien, mais voilà, je sais pas, ça aurait été 2 cartes. Est-ce que ça aurait rappelé un peu le Lucifer, vous voyez, qui fait défausser 2 cartes pour 5, ou une si c'est une carte action. Ça aurait été bien quoi. On aurait retourné un personnage dans sa main, endommagé, et il se serait discard 2. Ah, là, on aurait reparlé de la carte, parce que son coup non ancrable pour 6 à 3-3 qu'il aura 2, l'aurait à 2 en plus, qu'on ne fera jamais parce qu'on veut utiliser sa capacité en plus. Donc on peut pas faire les deux. Voilà quoi, c'est pas une bonne légendaire. Réveille-toi Alice, pour moi c'est une bonne carte parce que vous choisissez un personnage avec au moins un dommage et vous le renvoyez dans la main de son propriétaire. On a le même style de truc là avec la Trémène. Le problème qu'a Trémène, c'est qu'elle coûte cher. Là, ça coûte que 1. Pour 1, ça peut quand même. Voilà, ça peut être sympa. Surtout avec un deck dommage ou un truc comme ça, ou un vert gris, oui, avec les anti-bêtes, quoi. Enfin, ça peut être cool. L'Emerald Coil, et ben ça, c'est l'autre coil. Du coup, il coûte 3. During your turn, whenever a card is put into your inkwell, chosen character gain evasive jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas fou, quoi. Grand-mère Fab, alors ça, c'est ma carte. Ça. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du reveal de cette carte, je vous invite à aller la voir. Je sais que ça a beaucoup plu à beaucoup de monde. Et surtout, dans cette vidéo, il y a une interview de Ravi Salas, l'illustrateur de cette carte. Et il nous dit des petits trucs intéressants. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir l'un de vos personnages qui gagne plus 2 en force pour le reste de ce tour. C'est pas non plus une carte de malade, mais c'est plutôt une bonne commune qui peut aider. Tour 2, ça leur a 2, voilà, enfin tour 3 plutôt. Vous jouez ça tour 2 et vous mettez plus 2 en force à quelqu'un pour aller chercher des trucs à côté. C'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Je pense que c'est plutôt une carte sympathique quoi. Cybug, alors ça, on en parlera quand il y aura les tokens qui arriveront dans l'Orcana. Les tokens, c'est les jetons de créatures dans Magic, par exemple, où vous mettez 5 jetons 1-1 soldats, par exemple, ou des trucs comme ça. Euh, Là, s'il y a ce genre de cartes, ce genre de capacité qui arriverait dans l'Orcana, ça serait génial. Ça serait génial parce que du coup, on aurait une très bonne carte avec celle-ci, une très bonne carte commune parce qu'elle gagne plus 1 en force pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Si vous en avez 15 des personnages parce que vous avez rampé à mort au niveau des tokens, c'est une 16-2, tu vois, ça se dit quoi. Tu vois, ça va chercher tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais c'est du one shot. Après, c'est- si on peut cloner ces cartes-là et en mettre plein, ça serait chouette. Un jour, peut-être. Moana qui a évasive 4-3. Whenever this character challenge another chosen character of yours get plus 3 en force. Beaucoup de caractères. Faut qu'elle défie un perso pour donner à un autre de vos persos plus 3. C'est pas non plus nul, mais un peu fragilos, mais ça a côté évasif, donc ça va, ça passe. C'est vraiment du bourrin, quoi. On va essayer de taper pour faire mal. Et puis pour clean le board en face. C'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas fou non plus. Mulan, Floatborn, on s'en souvient encore une fois de l'autre Mulan qui était sorti au 7-4 ou ouais 7-4 je crois.
qui n'a pas été joué du tout. Jamais de la vie ça a été testé. Donc voilà, c'est pas fou, mais celle-ci, évasive, whenever this character challenge another character, vos autres personnages ils gagnent la capacité de pouvoir challenge des persos qui sont redressés. Donc l'effet Cendrillon Floodborne quoi. L'effet Cendrillon Floodborne est ultra pété. Ça c'est très très fort, ça pourra gérer tout ce que vous voulez, notamment les hordes d'atteinte et compagnie en face. Ça peut gérer ce genre de cas. Maintenant, le support pour la Mulan, bon, c'est compliqué et pour ça notamment que la Mulan Floodborne, l'autre, en tout cas, elle est pas trop jouée, c'est que bon, c'est déjà compliqué avec le support. Après, on a d'autres Mulan. Moi, j'ai vu des Mulan qu'on verra dans une autre vidéo qui sont très intéressantes. Non, un Shift 5, c'est pas non plus le bout du monde. Ça peut être très intéressant. Celle-ci, en tout cas, voilà. Pourquoi pas. Et le problème aussi de l'autre Mulan, c'était qu'elle gagnait plus 3 en force, je crois, uniquement pendant un tour. Donc après, c'était une 2 quelque chose, 2-5 ou 2-6, je sais plus. Bah, c'est pas fou quoi. Mais à voir, à voir. Ça pourrait être un rouge-gris avec des Mulan et compagnie, là, ça pourrait être peut-être joué un jour. Balou, vos autres personnages avec une force de 7 ou plus ne peuvent se voir infliger aucun dommage. Alors là, la formulation de la phrase, elle est horrible en français, je trouve. C'est mieux en anglais. J'aurais dû juste mettre, bah, vos personnages ne peuvent pas avoir de jetons dommages sur eux, basta, voilà, ça c'est un peu plus clair. Bref. Alors ça, c'est une carte légendaire dont on a envie de dire c'est une très mauvaise légendaire, mais non, pas non plus une très mauvaise légendaire, parce que si dans un monde où vous arrivez à avoir des persos qui ont 7 en force très régulièrement, vous avez un board immortel. Voilà. Et ils peuvent pas avoir de dommages. Maintenant, il y a que des anti-bêtes directs du style Feu du Dragon qui pourraient euh, voilà, bannir vos personnages, quoi, tout simplement. Donc, à surveiller. À surveiller, moi j'aime beaucoup. On pense par exemple au Jafar qui est une 0,7 mais qui a offensive plus 7, donc euh, il aurait aucun dommage lorsqu'il défierait, quoi. Mais ouais, c'est pas fou, quoi. C'est très situationnel parce que bon, le Jafar, là, pour le coup, au tour d'après, il en a plus, donc il va avoir des dommages sur lui, quoi. Euh, il a plus de force, je veux dire. Donc, je sais pas. C'est un peu. Ça marche avec la carte que j'ai révélée qui gagne plus 2. Ah, c'est. Je pense que c'est une carte encore un peu anecdotique, celle-là. Mais à surveiller. We've got company. Ça, c'est ready all your character. Il gagne combattant. Ouais, ça, c'est vraiment une carte qui aime la bagarre, quoi. Voilà, ça, c'est fait que pour ça, quoi. Mais je pense pas que ça sera joué, ça. Je pense pas du tout. Il y a des autres solutions pour défier et compagnie en série, donc notamment les Scars et compagnie. Enfin bref, pas fou. Out of Order. Alors ça, c'est le pire anti-bet qui existe pour l'instant dans l'Arcana. Même Feu du Dragon, c'est mieux. Et Feu du Dragon n'est pas très joué. Donc autant vous dire que ça va être jamais joué. Outil inhabituel. Alors ça, je suis pas non plus un fou de cette carte, mais c'est quand même intéressant. Et qui marcherait avec d'autres cartes, quoi. C'est la flat comme ça, jouer ça tour 1, ça vous sert à rien. Voilà. Mais peut-être pour plus tard, si vous la bannissez cette carte-là, ça peut vous avantager sur un autre truc, quoi. Notamment avec cette carte-là, cette carte qui nous avait été révélée par Maxi Lorcana. On l'embrasse aussi. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour piocher une carte. Donc on pense tout de suite à Pop Cycle, on peut penser à cette carte-là également. Donc celle-ci est une très bonne carte. Pour 1, mettez ça tour 1 et ensuite vous jouez vos objets et ensuite vous faites du card advantage comme ça. C'est vraiment très intéressant. C'est une très bonne carte qu'il a eu à Reveal, bravo à lui. C'est à surveiller quoi. Gaëtan Molière, alors voilà. Voici ma carte, les mecs. Ça y est, Gaëtan colle à une carte qui s'appelle Gaëtan Molière. Gaëtan la taupe, voilà. Non, non, absolument pas.
Tu me diras, il y a un petit espace là ici pour faire une dédicace. Pour ceux qui demandent. C'est c'est rigolo. On l'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. Gaëtan, il a le même prénom que moi. Je crois qu'il tient un éclat de l'or d'ailleurs dans ses mains, mais je suis pas sûr. Sinon, cela ne devrait pas exister, et pourtant c'est le cas. C'est peut-être encore plus ancien que le Grand Iminarium lui-même. Ouh, intéressant. Intéressant pour le lore. Mais sinon, c'est rigolo comme carte. C'est pas fou non plus. Le Lucky. Alors lui, là, le deck Shio ne marche absolument pas. C'est du fun et c'est tout quoi. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les deux cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler autant de cartes personnages Shio parmi elles que vous le souhaitez. Placez ces cartes dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ça vous fait piocher deux quoi, grosso modo au maximum. Jouer Shio quoi. Dawson, pour moi, c'est l'une des meilleures cartes de l'extension, ce truc-là. Une fois pendant votre tour, lorsqu'une carte est mise dans votre réserve d'encre, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck et mettre cette carte au-dessus ou en dessous de votre deck. Regard 1 à chaque fois que vous mettez des ressources, quoi. Et ça c'est, désolé, ça c'est trop fort, quoi. C'est vraiment super, quoi. Ça va vous chercher, enfin, ça va vous permettre d'aller chercher ce que vous voulez dans votre deck. Ah, j'ai besoin de ça, ok. Je regarde ça, ah non, j'en veux pas, je le mets en dessous direct. Ah, ça je veux, ok, ça. Et quand votre adversaire voit que vous regardez la carte du dessus de votre deck, vous la laissez au-dessus, c'est mauvais signe pour lui, quoi. Donc, franchement, cette carte, je pense qu'elle va coûter dans les 2-3 euros, je pense, hein. C'est une carte qui va être forcément jouée, ça c'est sûr et certain. C'est l'une des meilleures cartes de l'extension pour moi. Kida, hors d'atteinte, qui nous avait. Ah, celle-là, elle a été révélée par Valepel, je crois. Si je me souviens bien. Pour 4, une 3-3 hors d'atteinte. Vous l'épuisez, vous regardez les deux cartes de votre pioche, de première carte de votre pioche. Placez-en une dans votre réserve d'encre face cachée épuisée et l'autre sur votre pioche. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Le bleu est garni de super cartes, quoi. C'est dingue, il faut arrêter. Je sais qu'il y a eu une période sur le début de l'Orcana où c'était Ruby Améthyste qui avait toutes les meilleures cartes. Maintenant, c'est le bleu et le rouge un petit peu, mais surtout le bleu qui a énormément de cartes, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des phases où on va avantager une certaine couleur et pas une autre. C'est c'est- c'est comme ça, mais c'est une très bonne carte. Elle a hors d'atteinte, vous l'épuisez. Bon, après, ça a un body quand même, hein. Elle va se faire défier juste après, mais c'est une 3-3. Et votre adversaire est obligé de la gérer. Pourquoi? Parce que sinon, à tous les tours, vous allez ancrer une carte supplémentaire. C'est impossible, c'est impossible. Non, ça c'est à gérer directement, quoi. Ça va être horrible, quoi. Donc, ça va éliminer un truc en face, forcément. Et tour 4, c'est pas non plus pour un bleu, c'est peut-être tour 2, quoi, tu vois. Bah, peut-être quand même pas, mais c'est quand même tour 3, quoi. Tour 3, vous jouez ce truc-là avec un typo. Donc, c'est une très très bonne carte. L'une des meilleures aussi de l'extension. Lady Marianne, alors ça c'est très mauvais. Ça joue avec les personnages alliés. Durant le tour de votre adversaire, lorsque l'un de vos alliés est endommagé, vous mettez un dommage sur un personnage ciblé. Le protecteur, tu me diras aussi, c'est pas si nul que ça, mais bon, bref. Voilà. Gertrude a résistance plus 1, Gertrude qui donne du coup euh, rempart. Ouais, pourquoi pas. Non, non. L'eau de la mémoire. Alors, il y en a certains qui aiment pas cette carte. Et je suis désolé, mais moi j'adore ça, hein. Déjà, petit clin d'œil à la vidéo que j'ai faite sur quelles sont les cartes que j'aimerais voir dans l'Orcana. Je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai créé 10 cartes, enfin, 9 cartes plutôt, euh, où euh, où il y avait sur l'une d'entre elles ce type de capacité-là. Et je suis content qu'ils l'aient faite. Maintenant, ils l'ont fait pour moins cher que ce que j'avais imaginé. Donc, c'est marrant, quoi. Ça, c'est pour moi très intéressant. Pas pour vous. Vous jouez pas ce genre de carte pour regarder ce que vous allez voir, ce que vous allez avoir après. Même si ça peut quand même être pratique de voir vraiment qu'est-ce qui, dans les
top 4 des cartes qui est au-dessus de votre deck. Vous avez besoin d'une goth, vous allez chercher la goth, vous la mettez sur le dessus de votre deck, à toi, prochain tour, t'as gagné. Ça peut être une solution comme ça, mais moi je le vois surtout pour regarder le deck adverse direct T1. T1, où potentiellement votre adversaire il va vous montrer peut-être qu'une seule couleur dans son deck, en jouant ancré et un caractère à jouer, un truc comme ça. Il va vous montrer qu'une seule couleur, vous avez besoin d'indications, vous mettez cette carte là, vous la jouez là, vous regardez 4 cartes du dessus de son deck, vous lui mettez peut-être une carte non ancrable ou un truc ultra cher qui ne pourra pas jouer tout de suite au-dessus de son deck et le reste en dessous. Ça peut être stratégique quoi. Ça peut être vraiment stratégique, ça peut être très cool. Maintenant, il y a d'autres cartes T1 aussi qui sont dans le collimateur. À voir, à voir. Ensuite, on a ce coil Saphir. Alors ça c'est le meilleur coil qu'ils ont sorti. On verra les autres plus tard, mais je pense que celui-ci est vraiment le meilleur. Je l'ai mis direct dans mon tier A, ce truc-là, parce que durant votre tour, lorsqu'une carte est mise dans votre réserve d'encre, vous pouvez mettre -2 en force à un personnage adverse. Allez, vas-y, que je te trade tout ce que tu veux et moi j'ai rien. C'est un effet balou, ce truc-là. Ou alors, pour pouvoir jouer plus facilement avec des Sissou et compagnie, c'est pété ça, c'est trop fort, c'est trop fort. Maintenant, faire un choix entre soit maintenant vous jouez des decks ramp et ok vous allez très vite et donc du coup vous vous en sortez, soit vous mettez un truc comme ça, vous rampez pas et donc du coup votre jeu est un peu plus lent. Maintenant avec l'arrivée de Ink Geyser, ça va peut-être bouleverser un peu la méta, donc à voir. En tout cas c'est une très très bonne carte. Chargeur de Baymax, pardon. Chaque fois que vous jouez un personnage Floatborn en utilisant sa capacité alter, vous pouvez piocher une carte. Ça, dans des decks full Floatborn, et un jour, si on a beaucoup de Floatborn qui ont la capacité alter universelle, ce truc-là, donc du coup, vous pouvez jouer vos Floatborn sur n'importe quel type de personnage. Et ben, pourquoi pas quoi? C'est un piocheur pour chaque floatborn, à chaque carte que vous jouez. Ça peut être bien à tester, mais dans un futur quoi, dans un futur peut-être un peu lointain. AA, on a un nouveau AA, bon c'est rigolo quoi, il recommence encore la boucle je pense de mettre un AA à toutes les extensions, pourquoi pas. Orville c'est mauvais, il faut avoir Bianca et Bernard en jeu pour qu'ils gagnent un saisissable, ouais non merci. Bianca, justement, qui nous a été révélée par Boba, on lui fait coucou également. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins si vous avez un personnage allié en jeu. On va pas dire que c'est la meilleure carte du set, quoi. Mais, désolé Boba, mais c'est quand même une 5-5. C'est pas fou, mais c'est pas non plus nul, quoi. C'est une carte qui est là. Et potentiellement, si vous jouez des decks avec des personnages alliés, ça vous fait une 5-5 pour 4. Pourquoi pas? À voir. Mufasa qui nous servira pour le Mufasa Floatborn qu'on a vu sur une précédente vidéo. Lui, il n'est pas spécialement intéressant parce que c'est Vanilla, quoi. Maintenant, ce serait bien qu'il nous sorte des autres Mufasa qui sont un petit peu plus intéressants avec des capacités et pour pas trop cher parce que pour l'instant, les Mufasa qu'on a, ils coûtent 7 les bazars, donc non. À voir. Bagheera. Alors Bagheera, alors ça pour moi c'est, vous l'avez vu en début de vidéo, l'une des cartes les plus pétées de cette extension aussi. Alice Pisoni, encore une fois, vous voyez, les bonnes cartes sont mises dans les mains de très bons illustrateurs, c'est tout. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Ravensburger. Vous comprenez? Donc j'ai raison. Alice Pisoni est la meilleure. Nicolas Cole est le meilleur. Et c'est tout, on n'en parle plus, d'accord? Bagheera, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Et ben pour 5, qui nous a été révélé par Ravensburger France d'ailleurs. Donc peut-être Roman, on lui fait coucou également. Coucou à beaucoup de monde, parce que jeudi il y a eu beaucoup de reveals. Bref. 5 ancrable, donc très bien. 4-3, un peu en deçà de son coup, mais ça se comprend pourquoi, parce qu'il aura il a rempart et il a une capacité de fou.
Cette capacité, c'est lorsque ce personnage est banni durant le tour d'un adversaire, infliger 2 dommages à chaque personnage adverse. Voilà. Tu imposes les termes, tu vois. J'adore ce genre de carte parce qu'encore une fois, tu veux m'embêter? Ok, vas-y, t'attends. Parce qu'il t'attend d'autres choses à côté, tu vois. C'est c'est dissuasif. C'est le jeu dissuasif, c'est ça qui vous fait gagner. Parce que vous bloquez progressivement votre adversaire. Ça s'appelle du prison, ça. C'est vous le vous jouez petit à petit des trucs qui vont le vous mettez vos mains autour de lui comme ça et puis ensuite tu vois, c'est cette psychologie de jeu pardon que j'adore et celle-là elle représente vraiment super bien cette psychologie quoi. Mettez ça T5, rempart, ah bah tu veux nettoyer mon board, je vais te nettoyer le tien, t'inquiète. Donc votre adversaire va devoir trouver des solutions pour trade intelligemment, etc. Mais ça lui fait plein de trucs à penser dans sa tête, et plus il a de choses à penser, et plus il y a un risque qu'il oublie quelque chose à un moment donné et que vous prenez un avantage là-dessus. Très très bonne carte pour moi, c'est l'une des meilleures de l'extension. Et Gantu est effectivement une autre carte pour moi qui est l'une des meilleures de l'extension. C'est la revanche de Gantu, si on peut dire ça comme ça, pour 4, une 2-4, donc ciblable par Medusa, et décaper celui qui a gagné le top 1 de Melbourne, disait sur Twitter ah bah ok, c'est le retour de Madame Medusa en 4 exemplaires dans les decks. Pourquoi? Parce que t'as ça. Et ça fait quoi ça? Lorsque vous jouez ce personnage, aucun personnage ne peut être épuisé pour chanter une chanson jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est valable pour vous aussi, hein. Mais vous le jouez uniquement dans un deck qui a pas beaucoup de cartes action. Parce que et pas beaucoup d'objets aussi. Parce que la deuxième capa dit jouer une action ou un objet coûte 2 de plus à tous les joueurs. Donc ça va vous handicaper quand même pas mal, hein. Donc c'est pour ça que vous jouez moins d'actions dans le deck et moins d'objets, voire pas du tout. Vous jouez que du perso. Jouez des trucs comme ça, je peux vous garantir que votre adversaire il va suer quoi. Ça va être compliqué pour lui quoi. S'il peut pas jouer de carte action ni d'objets, en tout cas à son prix, à son coût d'origine, ça va vraiment l'handicaper quoi. Une pop cycle, c'est fini, hein. Ta pop cycle, tu la payes 3. Ça peut déstabiliser en tout cas le jeu de l'adversaire de fou quoi. Donc vraiment, ça c'est une carte prison quoi. Vous voyez, c'est génial. Et ensuite, ça sera la dernière carte, je crois. Ouh, grosse vidéo. Reconstruire l'Atlantide. Vos personnages ne peuvent pas être défiés jusqu'au début de votre prochain tour. Et bah écoutez, ça ressemble un petit peu au type de carte que j'avais imaginé dans cette autre vidéo dont je vous ai parlé juste avant. Je vous invite encore à aller la voir. Ça, pour 5, c'est dommage que c'est pas une chanson, quoi. Une chanson, ça aurait été génial. Une chanson, ça aurait été ultra joué, ça. Vos personnages ne peuvent pas être défiés jusqu'au début de votre prochain tour. Là, par contre, en flat comme ça, 5, voilà, vous jouez que ça dans le tour. Je sais pas, je suis pas convaincu, moi. Pas trop convaincu, parce que bon, si c'est pas du défi, c'est des anti-bêtes, et vous aurez passé votre tour à jouer que ça, je sais pas, c'est pas très intéressant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On va voir hein, du coup les cartes tracking hein, de cette vidéo-là. On verra d'autres cartes demain du coup, parce qu'il y en a d'autres hein, à l'heure que je vous fais cette vidéo. Il y a d'autres cartes qui ont popé, donc on verra ça demain. Mais ici, on voit qu'on n'a qu'une seule légendaire. En améthyste, on en a 0 encore. Ouais, on n'a pas d'améthyste encore en légendaire, donc on a très hâte de voir ça. En vert, on a eu du coup la Lady Tremen, donc il nous manque encore une légendaire verte à voir ici. En rouge, on a nos 2 légendaires parce qu'on a maintenant Baloo et Ratigan. Très mauvaise légendaire du coup pour le rouge, hein. Dommage. On a nos 2 légendaires pour le saphir avec Scrooge et Tamatoa qui sont des très bonnes cartes. Donc cool. Et en acier,
On n'a que Bagheera. On n'a que Bagheera, donc une carte ultra forte, Bagheera. Maintenant, on attend avec impatience du coup l'autre carte. On espère que ça soit peut-être un Jafar légendaire là comme ça là. Wow, ce serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo demain du coup pour la suite des spoilers. Là, ça se calme un petit peu. Là, c'était vraiment la grosse vidéo spoiler. Et puis on essaiera de faire du deck build un jour ou l'autre aussi, peut-être sur Twitch. Dites-moi ça en commentaire si vous voulez me revoir sur Twitch. Si je vous manque de papoter avec vous. On verra ça. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On met son pouce vers le haut, bien entendu. Ça nous aide énormément pour la visibilité sur YouTube. On continue tout ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.